Merci, Monsieur Dagamaïssa. Merci pour ces mots très aimables. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, membres du CNPM, honorables et distingués invités. C'est avec un honneur et un grand plaisir que nous accueillons cet après-midi au Conseil national du patronat du Mali, la maison de l'entreprise, à l'occasion de cette visite que vous avez bien voulu nous rendre et qui est une première dans l'histoire de notre organisation de recevoir un Premier ministre moins d'un mois après sa nomination. Tout d'abord, j'exprime, au nom du bureau du CNPM, à mon nom propre et au nom de l'ensemble du secteur privé, ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à vous, Monsieur le Premier ministre, pour avoir bien voulu, en dépit de votre agenda que je sais très chargé, venir nous rendre une visite de courtoisie et d'échange portant sur des sujets d'intérêt commun. Cette rencontre entre vous, Monsieur le Premier ministre, et le secteur privé du Mali constitue pour nous le point de départ d'un dialogue constructif entre le secteur public et le secteur privé afin d'identifier et de trouver ensemble des solutions aux obstacles qui entravent notre marche commune vers le développement économique du Mali. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence en ce lieu, malgré vos obligations, témoigne de l'importance et de la place privilégiée que vous réservez au secteur privé dans le processus de développement de notre économie. C'est le lieu de saluer votre engagement inlassable en faveur du développement du secteur privé national et du Mali tout entier. La rencontre de cet après-midi est aussi la preuve de votre détermination à poursuivre sans relâche le renforcement de nos entreprises par la mise en place d'un environnement favorable à la pratique des affaires dans le pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise qui ont une ambition pour le Mali. Faire du Mali un pays prospère et solidaire, doté de fortes valeurs morales et possédant une économie compétitive, dynamique et résiliente. Un Mali performant par ses entreprises, son climat d'affaires, son environnement social, respectant la propriété privée et garantissant le droit du citoyen à la sécurité de sa personne et de ses biens. Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour atteindre ces objectifs, plusieurs réformes seront nécessaires et le Conseil national du patronat du Mali soumettra au gouvernement et à ses partenaires très prochainement, dans le cadre d'un dialogue fécond, des pistes de réforme pouvant aboutir à la croissance et la création d'emplois dans notre pays. Cette croissance et cette création d'emplois ne seront évidemment obtenues de manière durable que dans des entreprises compétitives travaillant dans un environnement économique serein dont nous soyons sûrs que vous êtes en mesure de mettre en œuvre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, malgré des progrès remarquables enregistrés ces dernières années pour améliorer l'environnement des affaires, force est de constater que de nombreux défis restent encore à relever pour le développement harmonieux de l'économie nationale. Pour résoudre les difficultés qui entravent le développement du secteur privé national, l'instauration d'un dialogue public-privé permanent s'avère nécessaire dans la perspective de soutenir le développement de nos entreprises et nous comptons sur votre engagement personnel pour l'atteinte de ces objectifs. Nous souhaitons que cette rencontre soit le début d'un processus continu d'échange entre partenaires afin de trouver des solutions appropriées et consensuelles aux problèmes qui ralentissent le développement des entreprises nationales. Nous sommes résolument déterminés, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, à jouer pleinement notre rôle, celui de moteur de la croissance. Je vous remercie de votre attention. Merci bien, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. J'ai souhaité vous rencontrer pour faire passer un certain nombre de messages et indiquer les orientations que le président de la transition et moi-même comptons donner à la transition et le rythme auquel nous voulons que les choses se passent. Il va sans dire que quand on se présente dans une maison comme celle-là, la première des choses à laquelle il fallait s'attendre, après les salutations d'usage, c'est ce que le président vient de faire. Autrement dit, présenter au tout nouveau chef du gouvernement, à chaud comme on dit, les préoccupations du monde des affaires. Nous aurons une autre occasion, une fois qu'on a ce discours-là, de le travailler au niveau de la primature et nous aurons d'autres occasions pour donner les réponses appropriées.
aujourd'hui qu'il me soit juste permis de vous entretenir de quelques sujets qui sont d'une brûlante actualité. Le premier, c'est cette transition, où est-ce qu'elle va? Quel est son cap? Par quel chemin elle va aller à destination? Pour combien de temps? Et comment? C'est la question que tous les Maliens se posent, quelle que soit leur position. Et donc j'ai souhaité et décidé, avec l'accord du chef de l'État, d'aller d'abord vers les Maliens, leur expliquer les forces vives. Comment est-ce que nous voyons la transition? Il y a deux façons de diriger dans le cas d'espèce. Soit vous demandez aux uns aux autres qu'est-ce qu'ils veulent, vous prenez le temps de consulter tout le monde, et après avoir pris leur avis, vous prenez une certaine direction. Mais il y a des moments où le rôle du leader, c'est de fixer le cap lui-même et aller expliquer aux citoyens. Après les explications, il y a certainement des correctifs à faire ou des cadences plus ou moins rapides à donner en fonction des observations de la population. Nous avons choisi cette approche directive parce qu'il y a peu de temps, il y a beaucoup de choses à faire. Donc nous avons décidé de fixer le cap, de dire comment nous comptons y aller, de dire quels sont les outils, quels sont les instruments de navigation que nous allons utiliser pour y arriver. Une fois qu'on aura expliqué cela aux Maliens, on espère avoir leur adhésion. Avec l'adhésion des Maliens, la communauté internationale qui est notre partenaire privilégié, nous espérons va nous accompagner. La transition, telle que définie par le chef de l'État et nous-mêmes, repose sur trois piliers, sans lesquels elle ne peut réussir. Le premier pilier, c'est le pilier sécuritaire. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une amélioration, il faut qu'on s'interroge. Vous avez les grands défis que la nation a toujours eu à poser comme problème. Nous avons fait ici le dialogue national inclusif. Tout le monde en a entendu parler. Sauf que beaucoup ne savent pas comment l'idée du dialogue est intervenue. L'idée du dialogue est venue de feu Soumaïla Cissé. Beaucoup de Maliens ne le savent pas. C'est Soumaïla, lorsque la crise a perduré, quand le président dit qu'il lui tend la main, c'est dans ce processus-là qu'il dit qu'il faut un dialogue national pour mettre à plat tous les problèmes. Et quand le président a accepté le principe, on est rentré dans la phase maintenant de mise en œuvre de cette idée. Les divergences sont intervenues quand? Lorsque l'opposition, dont il était le chef de file, a dit, à partir du moment où la gouvernance a échoué d'une façon générale, elle ne donne plus satisfaction. On va aller au dialogue sous l'autorité du président de la République. Donc personne ne contestait la légitimité et la légalité de son élection. C'était la condition d'ailleurs pour que l'opposition renonce à toute contestation. L'opposition dit il faut qu'au sortir du dialogue, les décisions et les résolutions soient exécutoires pour le gouvernement. C'est la seule façon de trouver une voie sur laquelle il y a un consensus national. Le premier point de désaccord est venu de là, parce que la commission d'organisation a dit qu'elle ne peut pas s'engager sur le caractère exécutoire des résolutions. Le deuxième point de désaccord, c'est la composition des délégués. Comment est-ce que les délégués vont être choisis pour venir délibérer? Il n'y a pas pu y avoir d'accord. Voilà les deux raisons pour lesquelles il y a eu la rupture.
C'est pour cela qu'une partie de la classe politique, une partie de la société civile n'a pas participé au dialogue. Beaucoup de gens ne le savent pas parce que dès qu'on est sorti du dialogue, le mot déni est devenu comme une ancienne. Tout le monde le dit. Il y a eu les dialogues à l'ONU, à l'Union africaine, à la CEDEAO. Il n'y a aucun document où on ne met pas les résultats du dialogue national et inclusif. Donc, le pouvoir en place, ce n'est pas l'opposant qui parle, mais je vous dis ce qui s'est passé. On a eu le sentiment qu'il avait besoin du dialogue pour se donner un nouveau souffle. Après les longs mois de contestation, le dialogue permettait de donner le sentiment de... Vous dites que le CNT est illégal, il est illégitime, et maintenant vous allez aller devant lui. Mais j'ai dit aux gens, faites attention. La politique, je le dis souvent, ce n'est pas à l'école qu'on l'apprend. Il n'y a pas une université où on l'apprend. C'est un art de compromis, de négociation pour faire avancer positivement. Et j'ai dit la politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire pour les Maliens? Avoir une stabilité dans la transition. La stabilité n'est revenue que lorsque les forces du changement, les forces armées de sécurité et le M5 se sont retrouvés. Avant ça, ça ne pouvait pas être stable. Et cette stabilité, pour l'avoir, il faut des compromis politiques dynamiques. Donc, le CNT, nous avons dit clairement aux représentants des forces armées de sécurité, le dossier en justice, nous n'allons pas dire que tant que la justice ne tranche pas, on ne travaille pas avec eux. Sinon, on ne fait plus de politique. On est dans le fétichisme institutionnel. Donc, ce que nous avons dit, le dossier du CNT est pendant devant la justice. Le temps de la justice n'est pas celui des politiques. Le temps que la justice traite le dossier, mais on se met ensemble pour faire avancer le pays. Donc moi, je n'aurai aucune honte à me présenter devant le CNT. Si demain la justice déboute le M5, mais le CNT sera recomposé. On va le casser, le refaire parce que la justice aura décidé. Disons, mais si la justice dit qu'il faut garder le CNT en l'état, mais qu'on soit d'accord ou non, si on est des républicains, on doit l'accepter. Donc ce que nous avons dit en attendant que la justice tranche cette question, nous considérons que le CNT il y a un état de fait avec lequel il faut travailler. Et c'est ce compromis qui a conduit au fait que les deux forces du changement, les forces armées de sécurité et le M5, ont décidé de se donner la main pour tracer une nouvelle voie, aller au pas de char. C'est pourquoi je parlais du pas de soldats de deuxième classe et non plus de sénateurs, pour que les 8 mois qui nous restent, nous puissions faire ce qui n'a pas pu être fait en 9 mois et être dans les délais. Voilà la vision que nous avons aujourd'hui. Et nous allons présenter tout cela de façon ordonnée, méthodique, dans des tableaux aux Maliens. Quand les Maliens l'auront vu, bon, ils jugeront si ceux qui sont là, ils savent faire leur travail ou non, et on tirera les conséquences. Dans tous les cas, ceux qui dirigent la transition ne sont pas candidats à l'élection. Ça au moins c'est clair. Et donc le cap pour nous, c'est février. Donc on mettra tout en œuvre pour finir dans les délais. Si par un cas de force majeure, cela n'est pas fait, c'est les Maliens qui vont décider. Ils peuvent même dire à l'équipe là de quitter parce qu'elle est incapable. Mais moi je crois que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'on a tiré les leçons de ce qui s'est passé ces dernières années et surtout récemment. C'est pourquoi certains disent, il faut faire attention aux militaires, il faut faire ceci, il faut vous surveiller, on ne se surveille, personne ne va surveiller l'autre. Nous savons qu'on a le peuple avec nous, et eux aussi ils savent ce qu'ils ont. Aucun ne peut aller sans l'autre. Donc on va se donner la main pour tirer les leçons de ce qui s'est passé, pour faire avancer le pays. Voici ce que je voulais vous dire, expliquer. Et cela, ça va être fait de façon démocratique. Et j'ai dit à la CEDEAO
qui avaient voulu que je leur explique comment on va faire. Je ne suis pas rentré dans ces détails. Je leur ai dit qu'on va sortir des méthodes qu'on a connues ces 30 dernières années. Très souvent, les gouvernements vont chercher la légitimité ailleurs, être applaudis par la communauté internationale, pendant qu'on lui jette des cailloux au Mali. Il dit on va d'abord expliquer aux Maliens, les convaincre, accepter par les Maliens, ensuite vous nous convoquerez dans n'importe quelle arène, on ira expliquer. Voilà un peu la vision que nous avons. On vient de m'envoyer une note pour dire que le président m'appelle à 17h à Koulouba. Donc je voulais venir vous expliquer. Maintenant, concernant vos préoccupations, quand le gouvernement va être installé, chaque ministre aura mission d'aller vers ses partenaires pour qu'on puisse avoir la stabilité pour que la transition puisse être conduite dans la paix. Chaque ministre ira vers ses partenaires pour les aider autant que faire se peut à faire de cette transition la moins pénible possible pour les Maliens. Voilà ce que nous voulons vous dire. C'est ça que je suis venu vous expliquer à votre syndicat, parce que quand on a réuni le monde des affaires, on m'a dit tout le monde est là-dedans. Votre président est venu dire attention, nous sommes un syndicat. Vous êtes allés chez les autres syndicats, nous aussi, il faut venir nous écouter. Traduit tout ça en document, présenté au CNT, accepté, et on espère que ça va être accepté. Si nécessaire, on reviendra vers toutes les couches maliennes pour leur expliquer. Et quant à la classe politique, je dit qu'on va créer un cadre de concertation. Le premier problème que la classe politique avait, c'est l'histoire de l'organe unique. Maintenant, il n'y a plus de débat sur ça. Les autres questions, nous allons les débattre. On ne va rien faire sans discuter avec tout le monde. Pour qu'à la fin, on ait soit l'unanimité, à défaut qu'on ait le consensus. Si on a l'une, le gouvernement prendra ses responsabilités. Mais personne ne dira qu'il n'a pas été associé. Voilà comment nous comptons. C'est comme ça qu'on comprend l'inclusivité. Certains l'ont compris comme étant juste le gouvernement. Un gouvernement de 25 membres, de toute façon, avec 200 et quelques partis, vous ne pouvez pas mettre tout le monde là-dedans. Certains ont dit qu'on a violé la charte. On n'a pas violé la charte parce qu'on a pris l'avis des juridictions compétentes qui ont dit qu'il faut se limiter à 25 ministres. Mais pour des raisons pratiques, pour atteindre des résultats, des ministères délégués ont été créés. Et ceux qui savent comment l'État fonctionne, un ministère délégué n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un ministre. Il est spécifiquement chargé de certaines questions particulières. Il y a des gens qui dorment jusqu'à midi, alors que pour aller au boulot, il faut se réveiller à 7h30. Quand ils se réveillent, nous qui sommes au travail depuis 7h30, ils disent qu'on se réveille trop tôt. Donc il n'y a pas eu de violation de la charte. On essaie de coller le plus possible à l'esprit, à l'être, et surtout les délais qui nous est restés là. On va tout faire pour rester dans ce délai. Si par extraordinaire on doit en sortir, comptez vraiment sur votre soutien, votre accompagnement. Et quand nous allons rentrer dans la phase de mise en œuvre des assises nationales de la refondation, vous serez associés comme toutes les forces vives. Vos délégués seront là avec leur point de vue, ils vont participer au débat pour que vos préoccupations soient inscrites dans les conclusions des assises nationales de la refondation. Et qu'aucun homme politique, aucun parti ne vienne les mettre dans les tiroirs pour venir imposer aux Maliens ce dont les Maliens ne veulent pas. Merci bien.